suis cette émission depuis le début de saison, alors tu ne seras pas surpris que ça se resserre devant et qu'on arrive à cette fameuse convergence des performances. Salut les amis, bienvenue pour le débrief de ce 7e Grand Prix concernant la saison 2024. On était du côté d'Imola, nous non, mais les pilotes y étaient. Et on va en parler avec deux hommes qui ont roulé en karting à Salbris la semaine dernière et qui ont épaté la galerie, mais ça on en parlera mercredi. Hamza Rahmani, Monsieur Brice Germain. C'est plus Hamza qui a épaté la galerie d'ailleurs. Toute l'équipe de Salbris m'a demandé de te remettre ce gravier d'or. Merci beaucoup. Puisqu'il me semble que tu n'as pas respecté les track limits. Je suis très touché par ce nouveau trophée du coup qui pourra combler le manque de coupe que j'ai chez moi effectivement. Donc merci à toute l'équipe, en tout cas on a passé un super moment. Là, c'est un super... T'as pas cassé la chaîne, non ? On en parlera plus tard. On en parlera mercredi, on a dit. Mercredi, en avant émission exceptionnelle, mercredi pour le Mac, bien sûr, on aura l'occasion d'en parler. Vous saurez tout du pourquoi, du comment de cette jolie pierre. Voilà. Mais on embrasse en tout cas le karting international de la Sologne et Salbris et on rendra hommage notamment à ces acteurs qui nous ont régalés. Avant de parler Formule 1, les gars, commençons ce débrief du Grand Prix d'Imola. Impossible de passer à côté de l'instant Cocorico. Il s'appelle Sami Meketounif, Isaac Hadjar et on fait retentir la Marseillaise en F3 et en F2 ce dimanche. L'avenir appartient à ces deux garçons. Comment vous avez vécu justement ce dimanche très, très bleu, blanc, rouge, très tricolore ? Mais on voit que ça commence à payer en fait les efforts qui ont été fournis par notamment la Fédération française du sport automobile pour repérer les talents. Parce que je me souviens quand même il y a 10 ans, on avait... deux pilotes français qui apparaissaient parfois en F3, en F2, mais qui étaient souvent dans des écuries mal classées. Et là, en fait, chaque année, on a un vivier qui arrive en F3 ou en F2. Là, en F2, tu vois, on a Isaac qui se rapproche dangereusement de la tête du championnat, en tout cas, si on est du point de vue de Maloney. C'est lui qui l'a dit. Oui, et puis 2 victoires en course principale. Et puis, vu le nombre de trucs malchanceux qui lui est arrivé depuis le début de saison, il pourrait être loin devant au classement s'il n'y avait pas eu ça. Et puis en F3, on a aussi un beau représentant qui nous permet de se dire que potentiellement... ce qu'a vécu René Arnoux, qui nous disait il y a quelques semaines au Grand Prix de France historique avec 7 pilotes français. Je dis pas que ça arrivera, mais peut-être 3, 4, 5 à l'avenir. En tout cas, du talent, on en a dans les viviers et dans les réserves de formules de promotion en tout cas. Week-end effectivement très intéressant. Maintenant, ce qui va compter sur un championnat, encore une fois, c'est la régularité, c'est la possibilité de répéter ses podiums et ses victoires. Et oui, concernant Isaac, forcément, tu vas te dire qu'il aurait pu être largement en tête du classement. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas et ça doit aussi être pris en compte au moment où tu débutes un Grand Prix. Malheureusement, il y a eu cet accrochage en course sprint qui lui coûte là aussi des points importants. Maintenant, je crois qu'il revient à 9 points de la tête. Il colle sur la course du dimanche un 25-0 à Zayn Maloney et à Auger aussi. Et Paul Aron, il lui met bien... Je crois que c'est 25-8 à Paul Aron. Oui, parce qu'il gagne, il a la course au sprint aussi, où il prend... Donc, vivement Monaco. Exactement. L'année dernière, on parlait souvent d'impression. On disait qu'en F2, l'impression est très importante. Là, l'impression laissée par Isaac Hadjar, en ce moment, elle est magnifique. J'ai même envie de dire, on le sent vraiment en confiance, on le sent sûr de ses forces. Et tu l'as dit, sans les problèmes à certains départs et même problèmes parfois mécaniques, il serait bien plus haut. Et puis en fin de course, un peu comme en F1 Verstappen Norris, en fin de course, il y a eu le retour de Bortoleto. On l'avait un peu perdu de vue parce qu'en fait Isaac était tellement loin devant ou en tout cas avait un gap de 2 secondes environ sur Bortoleto que la réalisation nous l'a complètement squeezé. Et en fin de course, on voit effectivement que Bortoleto était revenu dans la zone DRS. Il prend 25 points, le travail est fait. Maintenant, place à Monaco. Place à Monaco, en effet. On aura l'occasion de commenter tout ça. Et on est derrière, bien sûr, nos 2 Français engageant en F2, F3. Tiens, juste une petite photo à vous montrer. Sami Meketounif et Isaac Hadjar, qui étaient associés à l'époque à la FFSA Academy, qui sont croisés en tout cas sur les circuits. Et vous allez le voir, regardez cette belle photo justement qu'on a exhumée. Meketounif avait gagné ce jour-là. Isaac est un petit peu plus jeune aussi également que Sami. Mais voilà, ça montre que le temps passe vite. C'était en 2017 et je trouvais cette photo mignonne et on voulait vous la partager. On sait que les deux garçons sont plutôt liés. Allez les amis, on rentre justement dans le sommaire de ce débrief du Grand Prix d'Imola et on découvre ensemble les 4 enseignements justement que l'on a retenus et qu'on traitera aujourd'hui. Le premier forcément c'est McLaren qui met Red Bull sous pression, c'est la nouvelle. Le resserrement devant, on l'a dit, on a une preuve de plus en tout cas dans cette saison 2024. Ferrari, des évolutions sans révolution. On a mis un point d'interrogation, mais vous allez le voir, il y a des motifs de satisfaction
satisfaction du côté de la Scuderia. Mercedes dans un no man's land, personne devant, personne derrière, ou beaucoup trop de monde devant, beaucoup trop de monde derrière, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Et on évoquera aussi également le circuit d'Imola. Est-ce une merveille d'un autre temps? Ce titre merveilleux nous est l'œuvre bien sûr de monsieur Brice Germain. Allez mon Léo, on lance le jingle et on rentre dans les hostilités, on débriefe ce Grand Prix d'Imola. 59e victoire en carrière pour Max Verstappen dans cette 7e manche du championnat du monde édition 2024. On rappellera qu'il a signé sa 39e pole position aussi, la 8e consécutive. Il égale l'un des records de Ayrton Senna. 3 équipes différentes aux 3 premières places avec Norris et Leclerc qui montent aussi sur la boîte. Et puis les 2 Mercedes devant Perez et Stroll et Tsunoda aussi qui complètent les points. J'avais envie de te lancer tout de suite là-dessus, Brice, parce que je sais que c'est ton coup de cœur du week-end. Yuki Tsunoda, c'est assez rare pour le souligner et pour te donner la parole. Bah écoute, puisque je suis classé dans ces détracteurs de façon régulière, non c'est pas le cas, mais par contre cette saison et ce week-end l'illustre, Yuki Tsunoda, enfin moi faut me dire où il a passé l'hiver, hein, parce que enfin il nous apparaît-il. Mais il est revenu en forme, il est revenu régulier, il est revenu calme, il est revenu agressif dans le bon sens du terme. Et sur toutes les séances ce week-end, moi il m'a impressionné. Il nous fait encore, je sais pas si c'est la chicane Villeneuve, je crois, un dépassement à l'extérieur de toute beauté. Il est encore là pour aller marquer le point qu'il faut marquer pour j'allais dire Alpha Tauri, mais pour Racing Bull. Donc je vois une transformation de Yuki Tsunoda depuis. Enfin, encore une fois, beaucoup de monde dira oui, mais si ça, il avait de la malchance. Enfin, la malchance, quand on l'a de façon régulière, c'est plus forcément trop de la malchance. Là, je trouve que justement, il aligne les choses et qu'il n'a pas besoin de chance pour que ça fonctionne au vu des performances qu'il délivre. Exactement. On n'en parlera pas. Le dépassement à l'extérieur d'Hülkenberg, j'imagine que ça t'a plu, toi, Hamza. Oui, alors c'est un problème justement récurrent chez Racing Bulls. Racing Bulls, ouais. Désolé. Et Tsunoda, justement, en parlait, les départs. Ils sont en train de travailler dessus. Donc... la régularité arrive, maintenant il va falloir réussir à être performant au moment clé. Les moments clés c'est quoi? C'est la Q3 où il fait un moins bon tour je crois qu'en Q2 et c'est les départs. Donc c'est la marge de progression pour l'ensemble de la structure, pas seulement Yuki Tsunoda parce que je pense qu'il y a aussi un problème avec la monoplace notamment sur ses départs, mais effectivement c'est prometteur. Exactement. Voilà les amis, on rentre nous bien dans les 4 enseignements qu'on vous a promis désormais. Attaquons tout de suite sur la thématique de McLaren et ce duel, ce combat Max Verstappen, Lando Norris. À l'arrivée, une nouvelle victoire donc de Red Bull, la 5e cette saison, mais l'impression a changé. 5 améliorations apportées ce week-end et des grosses difficultés d'équilibre sur cette Red Bull le vendredi. Sébastien Buemi et Jack Dennis dans le simulateur ont trouvé des solutions, paraît-il, du côté de Milton Keynes. Finalement, Max fait la pole le samedi grâce à l'aspi aussi offerte par Hülkenberg dans le premier secteur. Et puis dimanche, il a fait des différences sur les gommes médium où Red Bull et Max Verstappen étaient dans un autre monde tout simplement. Bien aidé aussi, il faut le préciser, par Perez, et on y reviendra, qui a géré son rythme sur le premier relais pour s'intercaler devant Norris à la sortie de son premier arrêt et éviter tout undercut du patron du leader. Un Max qui a poussé sa voiture à la limite des limites de piste et qui a mangé son train de dur à mi-relais, il faudra revenir là-dessus. Et puis à l'inverse, un McLaren qui confirme le banc en avant de Miami. La grande surprise, la bonne nouvelle pour le spectacle cet été, c'est que la McLaren a eu le plus de rythme avec les durs et la meilleure dégradation aussi. Confirmation aussi à Imola des progrès de la MCL 60 dans les virages lents. Est-ce que justement Norris et son stand n'ont pas été trop conservateurs pour le second relais en attaquant tard, sans savoir qu'il bénéficiait de cet avantage pneumatique? Norris qui a fait une remontée folle dans la deuxième moitié de son relais en dur pour échouer à 7 dixièmes malgré des réglages basés sur des conditions plus froides. McLaren qui au final les gars met la pression et bien sûr Red Bull qui a parfaitement quand même exécuté son week-end au final. Il y a beaucoup de choses à évoquer là-dedans. Mais effectivement, Red Bull, alors déjà quand ils ont 3 heures d'essai, c'est plus simple pour régler cette monoplace qui est, et je maintiens ce que je dis, je pense, beaucoup plus compliqué pour trouver la fenêtre de performance que la RB19 par exemple. Ou alors c'est les autres qui sont rapprochés, mais en tout cas, pour rester dominante, elle a besoin de trouver le petit truc en plus, et on en parlera peut-être après au niveau des réglages de Max Verstappen qui ont changé pendant la course et qui lui ont permis de maintenir cette avance, sinon il n'y arrivait pas. Mais oui, il y a un resserrement parce que cette McLaren-là, elle a une fenêtre de performance visiblement qui est bonne à Miami, bonne à Imola, c'est quand même pas les mêmes circuits du tout. Là, on a vraiment une confirmation que cette McLaren pourra venir embêter Red Bull et Max Verstappen, je pense, à minima jusqu'aux prochaines évolutions de Red Bull.
Soit Silverstone, on rappelle. Oui, c'est ça, pardon. Pour le gros package. Alors déjà, il faut apprendre à ne pas tirer de conclusion après un vendredi. Ouais, c'est vrai. Ça Voilà, vaut parce pour que Mercedes j'ai aussi, on en parlera tout à l'heure. vu beaucoup de choses. Red Bull est en difficulté. Au final, il y a un pilote qui décide que non, je suis pas en difficulté. Certes, il a été aidé en qualification avec cette aspiration de Nico Hülkenberg qui lui fait gagner 1 dixième et demi. Mais encore une fois, c'est là où Ceux qui lui donnent la pole. Ceux qui lui donnent la pole, effectivement. Bon, parce faut le que faire le tour Piastri derrière. Et Norris. Après, sur l'ensemble, effectivement, comme le dit Brice assez justement, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, si on reste axé sur la course, j'ai été, moi, d'abord surpris par le début de course et l'écart assez facile de Verstappen sur la concurrence, pas seulement sur Norris, mais sur la concurrence. Et puis ensuite, effectivement, cette fin de course, il y a une sorte d'excitation parce que tu as l'impression de voir un Verstappen en difficulté sur le rythme de course. Tu vois un Verstappen en difficulté, tu vas te dire, c'est rare d'avoir ce sentiment où le leader, qui pour une fois n'a pas 20 secondes d'avance, puisque depuis le début de la saison, les écarts tournent entre 12 et 22 secondes entre le premier et le deuxième, entre Verstappen et le deuxième. Là, tu te retrouves dans une situation où il est en danger, il est menacé, surtout qu'il avait eu les track limits assez rapidement. D'ailleurs, il faudra m'expliquer, on en parlera tout à l'heure sur Imola, mais l'intérêt d'avoir des track limits quand tu as des bacs à gravier partout. C'est vrai. Qui ont été rajoutés d'ailleurs. Mais qui ont été certains. J'ai pas l'impression qu'elles ont toutes été respectées non plus d'ailleurs, parce que j'en ai vu beaucoup. Enfin, la ligne blanche, elle fait 1 mètre de large, donc. Sur les derniers virages, notamment, c'est particulier. Rivazza, ils sont tous allés dehors 800 fois. Donc assez rapidement, Max Verstappen était déjà à la limite avec ce drapeau, ce fameux drapeau noir et blanc où il avait dépassé 3 fois les limites. Donc peut-être aussi était-il en gestion. Lando Norris assez rapidement revenait. Maintenant, quand je lis et j'entends il manquait un tour à Lando Norris, encore une fois en Formule 1 aujourd'hui, encore plus à Imola. Revenir dans la zone DRS, c'est une chose. Suivre le rythme, c'est une chose. Mais dépasser, c'est autre chose. Surtout avec la traînée de la McLaren, même si c'est. Ça a été un peu résolu. Enfin, même largement résolu. Oui, mais enfin bon, c'est la Red Bull que tu dois dépasser. Et on voit bien qu'en ligne droite en qualif, il n'y a que la Ferrari qui a réussi. La McLaren de Norris perd énormément en ligne droite par rapport à la Red Bull quand même. Il faut être très clair sur cette course-là. L'ensemble des dépassements que l'on a vus sur DRS, donc hors dépassement un peu audacieux, tentés par de rares pilotes, mais parce qu'il y avait aussi une différence de performance, c'est entre des voitures qui avaient des différences pneumatiques monstrueuses. Sergio Pérez, il perd, je crois, 3 ou 4 positions, parce que lui, il est en dur sur 25 tours, et au moment où Norris, Piastri, Sainz, et peut-être Leclerc, je ne me rappelle même plus, arrivent sur Pérez, nous on se dit attention, il sort juste derrière Pérez, c'est compliqué, ils vont perdre du temps. Dès la première fois où il passe la longue ligne droite avec le DRS, il passe. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à le suivre justement sur les 2 derniers virages et qu'il ressort suffisamment proche. Sur un Norris Verstappen qui ont des pneumatiques à durée de vie plus ou moins équivalente, ça aurait été quand même autre chose. Quand on se pose la question, est-ce que Norris aurait pu gagner ou aurait dû gagner ce week-end ? Prenons les circonstances, les gars. Il a des difficultés sur ses pneus médiums parce qu'il l'a dit, ils se sont un petit peu trompés dans les réglages. Il s'attendait à des températures beaucoup plus basses du côté d'Imola. Donc il n'a pas pu mettre ses pneus dans la même fenêtre que Max Verstappen, par exemple. On a vu qu'il ait beaucoup plus de rythme, notamment sur les durs, mais il a attaqué, entre guillemets, un petit peu trop tard. Il y a cette position en qualification. Est-ce que Lando Norris méritait mieux et McLaren méritait mieux sur ce week-end ? Parce que quand on regarde en face, l'exécution du côté de chez Red Bull, elle est parfaite de A à Z. Mais McLaren, déjà, l'exécution de McLaren débute le samedi. Lorsque en qualification, tu ne préviens pas Oscar Piastri que tu as un pilote en tour, qui est en tour rapide, en l'occurrence Kevin Magnussen, ce qui te fait 3 places de pénalité pour Oscar Piastri qui était 2e sur la grille. Et si tu pars avec Piastri 2, Norris 3 face à Max Verstappen, déjà, c'est plus la même affaire. Parce que là, Piastri qui part derrière les 2 Ferrari, même si la McLaren semblait légèrement meilleure que la Ferrari en rythme, encore une fois, être légèrement meilleur en rythme, ce n'est pas suffisant pour dépasser. Et Piastri l'a dépassé Sainz comment ? Par un undercut. Exactement. Et je rajouterais juste une chose là-dessus, c'est pas pour noircir le tableau de Lando Norris, mais on a vu qu'il n'y avait pas la même régularité. Quand il prend l'ascendant sur la deuxième moitié de son relais en dur et qu'il est plus rapide à ce moment-là que Max Verstappen, on voit qu'il n'est pas assez régulier par rapport justement à la fameuse régularité tour par tour que vous présentiez en début de saison de Max Verstappen. On voit des erreurs ci et là qui lui font perdre du temps. Après, comme tu dis, après il rentre dans la fenêtre de perturbation aérodynamique au moment où il y a ça aussi, il fait ces erreurs-là. Bon, je vais être un peu long, je m'excuse d'avance, mais pour moi, il y a 2 lectures de ça. Il y a la première, c'est la stratégie, où je pense qu'effectivement, McLaren a peut-être manqué d'audace
ou ne serait-ce que pour aller forcer davantage Max Verstappen à la stratégie. On a justement ce problème de ne pas avoir 2 voitures contre une contre Max Verstappen si Oscar Piastri avait eu sa 2e position et du coup Lando Norris 3e position. Et du coup, il y a cette erreur de le faire rentrer pour le faire ressortir juste derrière Sergio Perez. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est Red Bull qui les contraint à ça? Moi, j'ai plus l'impression que c'est la deuxième chose. Moi, j'ai l'impression, je me dis que c'est une erreur au début. Parce que tu te dis, bon, bah, si t'attends 3 tours de plus, peut-être qu'il serait ressorti devant Perez. Maintenant, au vu de la facilité de dépassement justement sur Checo, je suis pas sûr qu'il ait perdu autant de temps que cela. Et tu sais, quand tu regardes son rythme sur les 10 premiers tours notamment, il roule très clairement en dessous du rythme. Alors c'est compliqué de Non, mais il avait passé Perez. Mais oui, complètement. Il a passé Perez sur les 10 premiers tours roule très très bas. Quand tu sors avec des pneus neufs et qu'en plus tu as des perturbations de la Red Bull devant toi, ton tour de mise en chauffe, c'est pas le même que si tu avais l'air libre. Ouais, mais il le passe après à peine un tour. Franchement, je suis pas sûr que il y ait. Il y a peut-être 2 secondes dans l'histoire. Vous pensez pas aujourd'hui que Perez, que tout le monde a décrit comme nul sur ce week-end et nul ce dimanche, vous pensez pas que Perez a été justement sacrifié pour aider Max Verstappen au moment où Norris, pour empêcher Norris de tenter le knock-out? Il faut pas mettre des points. Tu peux pas sacrifier un pilote à partir du moment où il part 11e et que il part 11e à cause de son erreur en qualification, une légère erreur mais qui coûte cher. Et à Miami, oui, c'est compliqué de dépasser, mais non, t'es pas dans l'optique. Je suis pas sûr que Red Bull soit dans l'optique de sacrifier Perez à ce moment-là. Là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'était l'aspect donc stratégique. Il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect performance pure et les forces et faiblesses de chacune des monoplaces sur ces gommes-là, sur ce circuit-là. Sur le premier relais de médium, Max Verstappen, on l'a vu tout le week-end, a un train avant qui est plutôt limité. Il a beaucoup de sous-virages et ça lui permet en fait comme il n'attaque pas et qu'il n'a pas une énorme traction en ressortie, de préserver les arrières. En préservant les arrières sur son relais de médium, à la fin du relais de médium, il est beaucoup plus rapide que Lando Norris qui lui a un train avant qui va beaucoup plus. On le voit dans le secteur 1 notamment. Se rendant compte de ça, Max Verstappen, et qui va passer sur les durs, il dit sur les durs, on va avoir un problème de température. Remettez-moi 2 clics d'aileron au moment de l'arrêt. On lui remet 2 clics d'aileron sur les hards. Il repart. Et à partir de là, les hards, ils sont en très bonne température pour Max Verstappen. Donc encore une fois, une intelligence de course de la part de Max Verstappen qui dit attendez, remettez-moi de l'aileron, sinon mes hards vont jamais être en tempé. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au moment où Lando Norris reprend son rythme vis-à-vis de Verstappen et se rapproche, on a une chute drastique de la température piste. Imola n'est pas un circuit qui demande notamment la carcasse du pneumatique. Donc à partir du moment où la chute de température arrive, Max Verstappen ne tient plus ses avants en température. Et on le voit d'ailleurs, il glisse de partout, il dit j'ai plus de grip, j'ai plus rien. Et c'est là, quand Norris, lui, a un train qui est beaucoup plus naturellement, on va dire gourmand, sur la gomme avant, notamment sur les hards. Et des réglages pour le froid. Exactement, des réglages pour le froid. Ça va l'aider et on va voir en fait sa progression de temps autour être relativement linéaire jusqu'à la fenêtre des 2 secondes de perturbation aérodynamique. Mais par contre, à l'instant où on voit les températures baisser, je crois que ça passe de 44 degrés à 37, 38. Mais c'est assez drastique. Après, ça remonte un petit peu, mais ça reste en dessous des 40. À partir de ce moment-là, Max Verstappen marque un pas sur la descente de ses temps. Et c'est là que ça a créé la chose. Donc, en soi, en fait, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? C'est que, encore une fois, c'est une question de fenêtre de performance. Max Verstappen a fait ce choix-là. La température est venue aider Lando Norris. Sans ça, potentiellement, Max Verstappen mettait 15 secondes à Lando Norris. Si les températures avaient chuté plus tôt, peut-être que là aussi, Lando Norris serait venu gagner. Donc, en soi, il y a beaucoup d'éléments extérieurs sur cette course qui viennent te dire... C'est compliqué de dire lequel de l'un ou de l'autre aura pu gagner. Je pense que le vrai enseignement de cette course, c'est que les deux sont armés pour la victoire. Ça, c'est vrai. Et c'est ça, tu vois. Armés en termes de matos, armés aussi dans la tête, dans l'approche. Et regardez ces 2 déclarations. Mettons celle déjà de Christian Horner, qui tire le bilan justement post-Imola de cette hiérarchie. Il dit Max a subi dans les derniers tours une pression énorme parce qu'il a eu 3 avertissements sur la limite de piste. Il ne pouvait pas se permettre de se tromper d'1 millimètre avec toute cette pression. Il a fait un excellent travail. C'était une course en demi-temps pour nous. La première moitié était très forte. Nous avons pris 7 secondes et demie d'avance. Dans la seconde moitié de ce dernier relais, Lando a commencé à nous rattraper très rapidement. Vous avez 2 gars au sommet de leur art comme Tyson Fury
et Oleksandar Usyk. C'était littéralement secteur par secteur. McLaren a travaillé un peu plus avec les durs et ils en ont vu les bénéfices dans la seconde moitié de ce relais. Vous pouvez voir que les voitures convergent. Oui, parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut signaler, c'est que Red Bull n'a pas travaillé en essai libre 2 avec les gommes dures. Ça aussi, c'est un élément important. Déclaration de Lando Norris. Regardez aussi l'état d'esprit qui a changé forcément chez les belligérants à la victoire et chez les contenders. Je priais juste pour que quelqu'un dise un tour de plus. Mais oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je poussais comme un damné pour rattraper mon retard et avoir une chance. Mais dès que vous arrivez à 2 secondes, vous commencez à perdre de l'appui et de l'adhérence. Les pneus recommencent à surchauffer. J'ai eu du mal pendant quelques tours. Mais une fois que j'ai compris comment je devais piloter à nouveau comme au dernier tour, j'ai réussi à y arriver. Et 7 dixièmes, comme un tour de plus, au moins il aurait eu à défendre dans le virage 1 et peut-être que quelque chose aurait pu en découler. C'est dommage. Mais c'est comme ça et nous avons eu trop de mal en début de course. On ne reviendra pas sur le fait s'il avait pu gagner ou pas, s'il avait pu passer ou pas Max Verstappen parce qu'on rentre dans la science-fiction et Hamza en a parlé. Mais on voit bien le changement aussi d'état d'esprit. Lando Norris qui termine deuxième et qui regrette presque d'avoir pu aller chercher la victoire. Ça se resserre. C'est un peu ce qu'on annonce. Nous, les pistonnés, on ne comprenait pas le pessimisme ambiant en début de saison. On vous en parlait justement depuis de nombreuses semaines. Ça y est, la convergence des performances, elle semble pour le moment... Elle semble en tout cas s'affiner un petit peu. La convergence des fenêtres. Fut un temps, il fallait une contre-performance de Red Bull pour espérer gagner de Red Bull et de ses pilotes. Aujourd'hui, quand tu débutes un week-end de course, le jeudi soir, tu te couches en te disant Red Bull peut gagner, Ferrari peut gagner, McLaren peut gagner. Est-ce que Ferrari peut autant gagner que McLaren à l'heure actuelle? On va voir ce qui s'est passé à Imola, mais je pense que ça fait évidemment partie des prétendants. Oui, bien sûr. Exactement. Pas Mercedes encore. Ferrari, vous voulez en parler? Oui. Allez, on plonge dedans. Deuxième enseignement, Ferrari, la révolution Ferrari a-t-elle qui a amené beaucoup d'évolutions? Est-ce que d'ailleurs, on a une véritable révolution rouge? On va en parler justement avec ce tableau. Frédéric Vasseur avait prévenu, Red Bull domine depuis 2022 parce qu'ils ont pris des risques et ont été agressifs dans le développement. Ferrari doit se calquer justement sur cette approche et arriver à Imola avec 7 mises à jour majeures sur leur concept. Résultat, la Scuderia se rapproche du rythme des meilleurs, du rythme de Red Bull, du rythme de McLaren. Malheureusement pour eux, pas de voiture rouge en première ligne et une course hypothéquée dès les qualifications, en cause notamment une gestion des modes moteurs moins optimisée que la concurrence. Malgré un bon rythme en course dimanche, impossible de dépasser sur une piste étroite. Ferrari un peu plus aussi en souffrance sur les pneus durs que McLaren, mais à l'arrivée, le bilan semble être positif dans toutes les déclarations qu'on vous proposera dans quelques instants. Les gars, on a vu des évolutions ce week-end. Est-ce qu'on va bientôt assister à la révolution Ferrari dans cette saison 2024? Oui, si on a le droit à des samedis plus heureux. On le répète, je crois, de semaine en semaine, mais la position de qualification et la position de départ, pour éviter de dire track position, est de plus en plus importante au vu du resserrement. Enfin, je pas à vous que j'apprends que dans les rythmes, il y a moins de 5 dixièmes entre les 4 premières voitures. Donc du coup, Ferrari paye le dimanche ses errements du samedi, sauf que l'année dernière, c'était l'inverse. Mais dans tous les cas, avec le resserrement actuel, justement, tu ne peux pas te permettre de rater ni l'un ni l'autre. Sauf si tu es Max Verstappen avec une fenêtre de performance parfaite, mais c'est moins en moins le cas. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de faire 4 et 5 en qualif, encore aidé par la pénalité de Piastri où tu fais 3 et 4. Et au final, quand tu regardes le rythme de Charles Leclerc en médium au moment où Norris s'arrête, qui devient le plus rapide en piste, au même rythme que Max Verstappen, qui lui a économisé ses médiums. Donc, ça prouve quand même que le rythme de la Ferrari, il est présent, il existe. Les updates, elles sont pas forcément à jeter. C'est juste que, dans le rythme, elle se tasse, la Ferrari. Sur le début du relais en dur, Leclerc est plus rapide que Norris, parce qu'il a beaucoup plus de traction. Donc, il y a des fenêtres qui fonctionnent du côté de Ferrari. Simplement, on paye le samedi. Et l'année dernière, on ne pouvait pas se défendre le dimanche de ce qu'on faisait le samedi. Là, on ne peut pas attaquer le dimanche de ce qu'on fait le samedi. Et il va falloir trouver une solution pour que légère cette voiture fonctionne. Mais justement, il y a peut-être un point d'optimisme dans ce que nous a expliqué notamment Charles Leclerc après les qualifications, qu'il y avait justement des cartographies, des modes moteurs qui étaient utilisés par McLaren et Red Bull et que Ferrari avait un petit peu découvert le poteau rose, on va dire, ce week-end. On peut attendre peut-être mieux du côté de Monaco et pour la suite. Ton avis sur Ferrari, Hamza? Brice a dit la majeure partie de l'avis autour de la Scuderia Ferrari. Effectivement, le samedi aujourd'hui devient trop important et encore plus à Imola pour essayer de rattraper tes éventuelles erreurs. Tu le vois avec Perez, tu le vois avec Alonso, tu rates ta qualif, c'est terminé. Tu réussis ta qualif,
Il faut ensuite réussir à garder la voiture en piste, ne pas sortir comme Hamilton, comme plusieurs l'ont fait. Mais aujourd'hui, Ferrari est beaucoup trop dépendant du samedi. Alors moi, à titre personnel, je préfère que ce soit dans ce sens que dans l'autre. Tu regardes les courbes de points de l'année dernière et de cette année, effectivement, ça va mieux. Maintenant, même, j'ai aussi envie de dire que concernant les évolutions qui ont été apportées à Imola, chez Ferrari, on semble plutôt satisfait de leurs effets. On verra à Monaco, il y aura des nouvelles évolutions sur l'arrière. Il y aura un nouvel aileron arrière bien chargé avec un nouveau DRS. Maintenant, il y a aussi des voitures qui amènent des développements et qui progressent. Et peut-être qui progressent plus que Ferrari et plus vite que Ferrari. Et là, je pense à McLaren. Et ça va être aussi quelque chose de très important sur l'ensemble de la saison. Développer bien, donc efficace dans le choix des pièces et être sûr. Et là, c'est ce que fait Frédéric Vasseur. Il le dit souvent dans ses déclarations. Je veux arriver à comprendre toutes les pièces, tout ce que je fais pour ensuite amener de nouvelles pièces. Donc développer bien, mais surtout, mais aussi, pas surtout, aussi développer vite. Ce que j'allais dire. Si demain, tu as une évolution qui était prévue, on en parlera d'ailleurs pour Mercedes tout à l'heure, tu as une évolution qui est prévue au Grand Prix numéro 12 et que tu l'amènes au Grand Prix numéro 10, si ton concurrent devait amener son évolution au Grand Prix numéro 11, bah déjà, ça fait un Grand Prix où si l'évolution marche, t'as l'ascendant. Non mais attends, et puis ça peut aller vite. T'as aussi le côté, si tu l'amènes au 10 et que tu la comprends et t'arrives à la mettre dans le setup au 13, Aussi. Au final, c'est compliqué. Mais tu le vois avec McLaren, ce qui s'est passé à Miami, où tout de suite, tu as une voiture qui devient prétendante à la victoire. Tout de suite. C'est valable pour McLaren, c'est valable pour Ferrari, c'est valable pour Red Bull, qui sont aujourd'hui les 3 écuries, c'est valable pour tout le monde. Mais dans la lutte pour le championnat, ou en tout cas pour des victoires, dans un premier temps, on va pas parler de championnat, mais au moins pour les victoires, ça va aussi être un point clé de compréhension chez ces 3 structures et la vitesse justement dans laquelle tu vas ramener ces nouvelles pièces. T'as raison, il y a 2 visions en fait. Tu peux être satisfait en effet de ce que t'as vu ce week-end du côté de chez Ferrari. Parce qu'on a l'impression. Et à l'inverse, tu peux être inquiet du fait du bond en avant en fait de McLaren qui met la pression au sur sortir Ferrari. d'Imola. C'est-à-dire qu'avant Imola, après Miami, on te dit Ferrari, grosse évolution à Imola, forcément ça va performer. Tu te dis, Sauf repasse que quand devant tu McLaren, sors, tu vois. quand tu sors potentiellement au moins la lutte, et quand tu sors d'Imola, tu te dis, ok, sur le rythme de course, Dieu merci, Piastri il a sa pénalité parce que sinon, potentiellement, Piastri non plus, tu le vois plus. Et du coup, t'es dans pas un no man's land aussi important que celui de Mercedes, mais il y aura quand même un écart important, plus ou moins important avec McLaren, avec Red Bull sur l'ensemble de la course. Regardons l'avis justement des intéressés. Je te donne la parole promis tout de suite. Frédéric Vasseur, notamment à l'arrivée de cette course, qui déclarait ceci: c'est mitigé comme sentiment. Je pense qu'il y avait la place pour faire mieux. Je pense que si on avait tout mis bout à bout en qualif et qu'on était parti devant, on aurait gagné. C'est une frustration, mais l'image globale est plutôt bonne. On est dans le groupe avec McLaren et Red Bull. On sait qu'à Miami, on était tous en 1/10. Et ce week-end, on était tous en 1/10. Donc on a tous fait le même travail, mais c'est positif car on a trouvé en piste les résultats qu'on attendait et c'est encourageant pour la suite du développement. Mais il faut se concentrer sur les détails car c'est ce qui fait la différence. Pas forcément complètement satisfait, Frédéric Vasseur, quand on le lit là. Il y a une déclaration peut-être un peu plus inquiétante, je trouve, de Carlos Sainz sur la F1 TV, l'émission post-race show, où il disait: les problèmes que j'ai eu aujourd'hui, c'est pas forcément à cause de réglages. C'est quelque chose que je peux pas dire publiquement, mais je sais que ce ne sont pas les réglages, malgré les changements tentés entre le vendredi et le samedi, qui font qu'aujourd'hui j'ai été à la traîne sur l'ensemble de la course. Donc là aussi, tu as une inconnue à voir ce qui va se passer. Et puis ensuite, il y a un autre point, c'est l'aspect stratégique. Ah oui. Qu'il va falloir évoquer. Parce que j'ai pas compris ce qu'a voulu faire Ferrari. Soit tu tentes l'overcut et tu le tentes jusqu'au bout. Donc un overcut, c'est quoi ? C'est le rival s'arrête. Du coup, je vais rester 5 tours, 10 tours, 15 tours avec le même train de pneumatique où tu sais que lorsque je vais ressortir, il sera probablement devant moi, mais j'aurai des pneus beaucoup plus frais pour ensuite pouvoir l'attaquer. On est d'accord qu'en plus, à partir du moment où Norris et Verstappen s'arrêtent, c'est trop tard, point. C'est terminé, t'es déjà derrière. Tu as vu le gap qu'a pu faire Norris sur Verstappen en s'arrêtant un ou deux tours avant. Verstappen s'arrête au 24. Et en ayant été gêné par Perez, en ayant dû doubler Perez, il lui reprend 3 secondes ou 4 secondes. Norris s'arrête au 22, Leclerc s'arrête au 25. Si Leclerc s'arrête dès le 23, avec un Norris qui sur le premier tour est gêné par Perez et ne va pas du coup à 100% des capacités de sa voiture et du pneumatique, il y a un truc à aller chercher. En sachant que
la fin de relais de Leclerc, il n'y a pas de drop de performance. C'est ça. Et là, c'est l'une des forces de la Ferrari cette saison. C'est justement cette capacité à ne pas forcément dégrader de manière aussi importante que tes rivaux, tes pneumatiques. Donc, c'est vrai que lorsque je vois au tour 22 Norris s'arrêter et que Leclerc ne s'arrête pas tout de suite, je me dis, overcut. Et franchement, mais le problème, j'ai envie de voir ce que ça donnera. Le problème, c'est que t'es parti en médium. C'est-à-dire que si tu pars en médium et que tu tentes ça, en fait, t'es hard. C'est quand même pas là que tu vas faire une énorme différence. T'as des hard 9 versus hard qui ont 15 tours. Tu vas pouvoir faire une différence, mais comme on l'a vu, Lando Norris, lui, a parfaitement réussi à garder ses pneumatiques jusqu'au bout. Mais pas le cas de Max Verstappen, certes. Mais parce que Norris, au début, il est sur un rythme plutôt conservateur. Oui, très conservateur. Oui, il fait très gaffe à ses gommes arrière. Peut-être que Leclerc, lui, il peut attaquer si tu sors 15 tours il attaque après, au début. Il attaque sur 100% du relais, c'est ça que je veux dire. Mais ils n'ont pas trouvé autant de perfos. Une grosse partie du relais. Tu peux pas à l'arrière. Ils n'ont pas trouvé autant de perfos comme que McLaren sur les gommes dures. Tu vois, c'est-à-dire ce plafond de verre qu'a pété, je trouve, McLaren sur les gommes dures, Ferrari. Pour le moment, c'est économe en gomme, économe en gomme, Imola, chute de température piste. Oui, normalement, c'est le pire des moments. La Ferrari, elle va pas s'y retrouver. En fait, sur cet aspect stratégique, j'ai l'impression qu'ils ont tenté l'overcut, mais qu'ils ont changé d'avis assez rapidement lorsqu'ils ont vu notamment que Piastri, par exemple, allait ressortir. En tout cas, Piastri qui était en piste, qui s'arrête au tour 23. Leclerc, si tu le pousses trop, il ressort derrière Piastri, et du coup, tu as potentiellement Ferrari en 4 et 5. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte, soit peut-être pas de cafouillage, mais de changement de stratégie. De plan en cours, quoi. Est-ce que vous savez où il est passé ce train de soft pas utilisé en Q1? On l'a pas vu. Tu pouvais pas l'utiliser en course. Pourquoi pas? Il y en a qui ont essayé. Pourquoi tu pars pas avec des hard? Il dure 8. Attends, Alonso, je crois. Il fait 7 tours. Il fait 7 ou 8 tours. Ouais, ils font 8 tours. La Ferrari, tu rajoutes peut-être 3-4 des tours. Après, Alonso s'arrête au 7 aussi parce qu'il est gêné qu'il peut pas passer Sargent. Potentiellement, c'est vrai qu'il peut faire 15 tours ou 18 tours. En sachant comment la Ferrari économe sur les gommes, pourquoi tu tentes pas de partir en hard avec du coup la voiture lourde? Tu vas peut-être la chauffer plus vite. T'as ton risque de rater ton début de course avec un Piastri derrière qui lui a un rythme mais pour par aller contre, chercher. tu t'autorises la safety car. Sauf si elle arrive au tour 20. Bien sûr, mais tu t'autorises pas la safety car. Non, mais si elle arrive jamais, par contre, tu finis en soft. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ce train de soft, est-ce qu'ils l'ont utilisé en essai libre et je le sais pas. Mais en fait, la Q1 en médium, toute la Q1 en médium, pour moi, ça a. C'était peut-être pas un choix pour préserver. Ça t'offre juste une possibilité stratégique supplémentaire si tu as besoin de ce train. C'est vrai. Si à 10 tours de la fin, tu as 20 secondes d'avance sur le poursuivant et que tu as une voiture de sécurité, là, au lieu de mettre un nouveau train de dur, peut-être comme Verstappen ou je sais pas ce qui restait pour Verstappen, Norris et Piastri, tu peux chausser des tendres. Ça t'offre la possibilité de. Peut-être que tu. Dans tous les cas, ce qui est un peu dommageable, c'est que tu te dis que la performance des deux concurrents de Red Bull semble quand même tendre à la possibilité raisonnable de gagner, et que chez les deux, moi personnellement je déplore une stratégie que je trouve un peu petit bras. Aussi parce que, et on va redire ce qu'on a dit sur McLaren, mais une exécution absolument parfaite du côté de chez Red Bull. Oui. Moi je reste persuadé, les gars, qu'il y a une stratégie autour de Perez. Mais comment ça se fait qu'en dans les 10 premiers tu as deux Red Bull, 2 Ferrari, 2 McLaren, et qu'il n'y a pas une tentative de quelque chose? C'est vrai. Sur la Red Bull de Max. Il a mis ses œufs dans le même panier, c'est pas faux. Regardons les déclarations juste pour terminer de Charles Leclerc justement à l'arrivée de cette course. On a 2 verbatim qui sont assez intéressants, assez longs mais assez intéressants. Il dit: ce n'est pas le meilleur circuit pour juger des améliorations, surtout parce que les vibreurs sont tellement importants ici que si vous avez une bonne voiture sur les bordures, cela peut cacher un peu plus ce qui se passe réellement. Ce qui est bien, c'est que tout ce que nous attendions de ces améliorations, nous l'avons eu en termes de données. Elles ont fait exactement ce qu'elles étaient censées faire, ce qui est toujours une bonne chose. Et puis en repensant la journée de samedi, en réanalysant les qualifications, je pense que nous avons pratiquement tout perdu au lancement des tours rapides. Ça expliquait bien sûr ce que vous avez expliqué un petit peu plus tôt. Charles Leclerc qui nous dit aussi également dans Formula One: je pense qu'il n'y a pas mal de points positifs, plus qu'on l'a vu aujourd'hui en course. Hier en qualif, j'étais plutôt déçu, mais en regardant les données, on a compris des choses. Je perdais 3 dixièmes dans les 3 premiers virages. Enfin, je pensais que c'était dans les premiers virages, mais c'est avant le virage 1. Red Bull et McLaren font des choses avec la stratégie moteur au début du tour, et on doit apprendre de ça, car du virage 2 à la ligne d'arrivée, on est la voiture la plus rapide en piste, et si on part devant, la course est plus facile aujourd'hui. Il nous a manqué la position de départ qui n'était pas la bonne, et la position de départ, elle sera importante à Monaco, hein. Inutile de vous le préciser. Ouais, mais ça, j'ai peut-être un peu plus confiance dans les virages lents, notamment avec cette Ferrari. Le châssis, il a l'air tellement bien, et elle a l'air de tellement pivoter facilement que...
Après, encore une fois, hein, on prédit, et puis derrière, on se prend des claques. Ça se trouve, c'est George Russell en pôle. Exactement. Donc, On rappelle qu'à Miami, McLaren n'était pas censé fonctionner C'est vrai. malgré les évolutions. C'est pas Miami le Et type moi de non plus, circuit hein. pour les... Non, ouais, complètement. T'as raison. Tout peut arriver. On verra ça. Parlons de Mercedes désormais dans le troisième enseignement. Mercedes qui est un peu comme Tom Hanks, un peu seul au monde avec son ballon à attendre que quelqu'un vienne les chercher, soit de derrière, soit de devant, ou retrouver ceux de devant, ça serait peut-être mieux. Mercedes qui est arrivé aussi avec des évolutions pour ce premier rendez-vous européen de la saison 2024, 5 au total. On a vu des progrès, pas qu'en essai libre, hein, notamment dans les virages rapides. Rappelons aussi que les typologies de circuits de ce retour en Europe devraient un peu mieux convenir à Mercedes, notamment avec la profusion de virages lents. On signalera la bonne exécution sur la stratégie de Hamilton qui a pu pousser sur son premier relais de médium malgré un passage dans les graviers. A l'inverse, lui, Russell s'est retrouvé piégé par la dégradation, arrêté un peu tôt sur la fin de son premier relais qui a dû passer une deuxième fois au stand. Le point quand même du meilleur tour, mais on rappelle que George Russell termine derrière Lewis Hamilton. Mercedes seul dans son monde, encore trop loin des 3 équipes de tête. Avec la régression d'Aston Martin qui venait d'ailleurs avec le plus d'évolution, 9 au total, eh bien il y a plus grand monde derrière. Seul Sergio Perez a été à la lutte d'ailleurs avec les Mercedes. Toto Wolff, on le verra un petit peu plus tard, tout de même très optimiste des progrès de la firme à l'étoile. Mercedes les gars, peut-être sortir de ce no man's land après les progrès quand même remarqués à Imola. Bah, il y a 2 ans, je t'aurais dit, c'est l'écurie, s'il y a bien une écurie dans laquelle j'ai confiance pour revenir au sommet, c'est eux. Là, je te dis exactement l'inverse pour le moment, parce que Toto Wolff nous dise qu'ils ont compris ce qui va pas et la direction à prendre, ça fait 50 Grands Prix qu'on l'entend. Donc là, on va leur reconnaître que la Mercedes semblait, je sais pas quel terme utiliser, peut-être plus docile pour ses pilotes, avec une fenêtre d'utilisation encore une fois plus large pour les deux. Je pense que c'est quand même assez magnifié par cette chute d'Aston Martin qu'on n'a pas compris. Ah oui, là c'est. Parce qu'en fait, c'est magnifié par ça. S'il y a une vraie lutte, peut-être qu'on voit rien des évolutions. On n'en parle pas, justement. T'as raison. Mais il faut quand même préciser que suite à la stratégie qu'on peut dire ratée de Sainz, sur le moment de l'arrêt, Russell, il est juste là. Il y a quand même quelque chose effectivement qui se dessine, mais il faut le voir sur 3 GP de suite, 4 GP de suite. Pour le moment, Mercedes, c'est triste à dire, mais moi je les ai oubliés. Je te donne la citation Toto Wolff, Hamza, je te fais même réagir là-dessus, le boss de chez Mercedes qui a pris le micro avec une note d'optimisme, je vous le disais tout à l'heure. Le résultat ne le montre pas, mais nous progressons vers l'endroit où nous voulons que la voiture soit. Nous sommes à plus de 30 secondes des gars les plus rapides et cela fait beaucoup avec les 6e et 7e places dont nous n'avons pas de quoi être fiers, mais nous nous rapprochons peu à peu. Vous pouvez entendre la frustration dans ma voix, mais il y a encore plus à venir et ce sont des gains progressifs et marginaux que nous devons réaliser. C'est ainsi que se déroule le sport. T'es tenté de le croire, Toto Wolff? Plus personne ne croit Toto Wolff. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est qu'avec toutes ces nombreuses déclarations, j'aurais plutôt tendance à attendre la piste. La vérité, aujourd'hui, quelle amélioration a amené par Mercedes depuis 2022 à fonctionner? Réellement fonctionner. Avec un gap de performance où on s'est dit, ouah! Là, il y avait tellement la Mercedes avec Ponton en Barcelone 2023. Il y avait un écart tellement important avec Red Bull notamment, si on parle du top, qu'une évolution qui t'apporte 3 dixièmes ne sera pas forcément visible. Aujourd'hui, Mercedes estime qu'il y a une demi-seconde à aller récupérer en qualification. C'est colossal. Mais par rapport à Bahreïn 2022, est-ce que tu as vu une évolution? Genre l'écart entre la voiture qui finit en tête et les Mercedes. Quand même, Imola 2022, tu termines à un tour de max. Ouais, à Imola. Non, mais c'est surtout le début de saison que Mercedes était nulle part. En même temps, Imola, les boss et avec le. Enfin, c'est pas le même problème parce qu'Imola, les boss et avec le rebond de la Mercedes, qui était un kangourou pas possible. Ouais, clairement. Ouais. Effectivement, c'était encore moins avantageux pour eux. Mais bref, pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est juste que. Non, je sens quand même. C'est juste qu'en fait, ça travaille tellement mieux devant. Aujourd'hui, McLaren progresse vite et bien. Encore une fois, McLaren, Arabie Saoudite 2023, donc il y a un peu plus d'1 an, ils étaient à 2 secondes 1 en rythme de course par rapport aux vainqueurs. Les Miami, ils font 17 et 19, non? Donc, je crois. Aujourd'hui, je sais plus. Mais aujourd'hui, en tout cas, tu te retrouves dans une position où une écurie comme Mercedes que tu attends au premier plan, si elle va t'apporter des évolutions, mais qu'elle reste, elle termine la course à, je crois, c'est 35 secondes pour le meilleur. Après, il y a l'arrêt de Russell aussi, mais oui, qui compte, on va dire une trentaine de secondes du vainqueur, tu as l'impression qu'il y a quand même un écart encore assez important.
Ça va nécessiter du travail, de l'efficacité justement dans ce développement. Mais effectivement, là, Mercedes est dans l'optique pour briller et avoir des résultats qui t'apportent de gros points. Il faut espérer des crashs devant ou il faut espérer des défaillances devant. Il n'y a pas un top 5 de Mercedes depuis la première course Bahreïn pour Russell. Vous voyez Mercedes très clairement traverser 2024 comme un fantôme. Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver des motifs quand même de satisfaction. Je me garderais bien de faire des pronostics là-dessus, vu comment on s'est fait gifler par McLaren en Autriche en 2023. En tout cas, c'est pas la sérénité qui dégage. Et puis surtout, le discours reste le même. Les performances sont similaires. Pas le sentiment que les choses vont être bouleversées. Après, grand bien leur fera si c'est le cas. Mais c'est pas ce qu'ils inspirent, encore une fois, et c'est pas la philosophie qu'ils inspirent à l'heure actuelle. Je pense qu'ils ont beaucoup de retard. À partir du moment où ils vont commencer à comprendre, ça fait McLaren, ça fait 1 an qu'ils ont compris. Ferrari, ça fait un peu moins, un peu plus, je sais pas. Et Red Bull, ça fait 2 ans et demi qu'ils ont compris. 2 ans, pardon. Donc, je suis pas optimiste. Mais tant mieux si jamais. Une dernière citation, celle de Lewis Hamilton qui s'exprimait lui aussi assez optimiste, lui aussi assez satisfait. Est-ce de la com ou est-ce juste parce qu'il sait qu'il part? Il dit: nous avons fait un petit pas en avant ce week-end et nous nous sommes améliorés. Malheureusement, cela est légèrement masqué par le pas en avant réalisé par d'autres comme McLaren et Ferrari. Nous continuerons à nous efforcer d'apporter davantage de mises à jour susceptibles d'améliorer les performances. D'ici là, nous veillerons à marquer autant de points que possible. Hamilton, c'est 2 6e places, meilleur résultat de sa saison. Par contre, je parlais tout à l'heure des évolutions. Mercedes avait prévu des évolutions pour Montréal qui ont été avancées, ce sera apporté dès Monaco. Exactement. Mais est-ce que c'est le l'endroit où amener les évolutions? Au moins, mieux vaut les amener à après j'ai Monaco, l'impression qu'ils misent tellement tout sur Monaco parce que les virages lents, visiblement, le Mercedes est un peu moins capricieuse, que peut-être qu'ils ont besoin de ça pour faire ce coup d'éclat dont il manque depuis Brésil 2022. Ça vaut ce que ça vaut, parce que aussi aux constructeurs, ils sont dans un no man's land. Clairement. Tu vas chercher le petit point supplémentaire avec le meilleur tour. Ça change absolument rien pour l'écurie d'inverser Russell et Hamilton. Russell va chercher le meilleur tour. C'est dur quand même. Qui était en danger par rapport l'a mal pris, hein. C'est dur. Moi, je trouve ça dur, honnêtement. Bah écoute, en tout cas, c'est +1 pour l'écurie. Donc quand tu joues Hamilton, pas pour le il était à championnat... combien? Il avait combien de retard? Bon, il avait d'avance, pardon, sur. Je crois. Il termine la course. C'était pas jouable de faire arrêter Hamilton plutôt et du coup de pas swapper les par positions. rapport à Perez, non. S'il s'arrête Hamilton, il ressort derrière Perez. Ouais. Après, peut-être que tu peux le dépasser en piste, avec peut-être des pas. softs, Toto peut-être. Wolff a dit quoi qu'il arrive, Lewis serait passé. C'est ça la réponse qu'il a fait aux médias. Sachant que Russell, il est pas en soft, hein. Il est en médium. Ouais, Il termine la course en médium. Oui, t'as raison. Et qu'il est menacé par le dernier tour d'Alonso qui lui s'arrête pour mettre les softs. Sauf que le meilleur tour d'Alonso, c'est, alors qu'il était tout seul, c'est 5 dixièmes plus lent que le meilleur tour de Russell. On ouvrira son cas, Fernando. Ouais. Tu sais ce qu'il a dit? Juste petite parenthèse, Fernando Alonso, c'est un drame humain actuellement chez Aston et même Fernando Chez les Alonso pistonnets aussi, non? Et non, ça va, on vit bien. Vous vivez bien? Ouais, le downfall? Ouais, ça va. On est ce qu'on voulait. Mais genre. Non, il n'y a pas eu la victoire. Mais Lobato, je sais pas si t'as vu cette interview. D'ailleurs, Lobato qui lui parle de la... Voilà, oui, exactement, c'est ça dont je voulais parler. Ouais. Lobato lui dit, bah alors c'est pour quand la 33e? Et il répond, il dit, non mais je pense qu'on va d'abord commencer par valoriser les 32 précédentes avant d'imaginer ce qui n'arrivera pas. Ça veut dire quoi? Valoriser de 32 précédentes? C'est comme ça dans la traduction que je vois, quoi. C'est valorisons, si tu veux, ce que j'ai déjà fait. Voilà, c'est ça. Valorisons ce que j'ai déjà fait plutôt que de se projeter sur quelque chose mais qui ça fait 18 ans qu'on le fait. D'ailleurs, Lobato qui était présent à Imola pour la première fois depuis 2005, je crois, parce qu'en fait, Lobato ne se déplace plus. Et là, je crois qu'il fait 3 déplacements sur site cette saison. Il y a peut-être des news alors. Il y a peut-être découvert qu'il y avait un deuxième pilote espagnol. Il a peut-être finalement signé chez Red Bull, notre copain. Après avoir signé chez Aston, on va revoir la photo où il est comme ça. C'est le seul qui est capable de faire ça. À Oviedo. Les amis, une toute petite pause avant d'aborder un dernier enseignement qui nous tient vraiment à cœur. On va parler tout de suite d'Imola et de... faut-il le garder justement au calendrier de la Formule 1 dans les années à venir? Petite pause pour parler de notre partenaire Winamax, les paris sportifs, comment bien parier sans faire d'erreur, avec tous les messages bien sûr de prévention. C'est notre producteur Thomas Dufont qui vous en parle. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.
Voilà les amis, on parie toujours avec l'argent dont on dispose et on parie pour le fun et non pas pour aller briser le plafond de verre. Notre plafond de verre à nous, ce n'est pas faire bouton d'ascenseur fonctionner les social. durs, mais c'est le fameux bouton d'ascenseur social. Pardon. Parlons d'Imola, parlons de Formule 1, je suis bien meilleur pour ça. Une merveille anachronique. C'est une merveille de titre de Brice Germain pour placer les jalons et jugeons tout de suite Imola. Posons-nous la question de son avenir en Formule 1. On l'a bien compris, un circuit où il est difficile de doubler et donc où l'exercice de la qualification est déterminant, ce qui peut pimenter le samedi. C'est pas dans cette émission qu'on se plaint généralement de ce genre d'attribut. Un tracé aux allures old school, on a ajouté d'ailleurs des bacs à gravier comme l'avaient demandé les pilotes pour cette édition 2024. Imola, c'est aussi des passages mythiques et quelques morceaux de bravoure, Tosa, Piratella, Acque Minerali et Rivazza pour ne pas les citer, mais un circuit aussi plein de lacunes, on l'a dit, avec les Formule 1 modernes. La piste est-elle trop étroite pour des F1 toujours plus imposantes et monstrueuses? J'ai l'impression qu'on fait le débat chaque année. Et puis la problématique du retour du Dirty Air aussi, et on l'a vu, des pilotes qui avaient des difficultés à se suivre dimanche. Faut-il garder Imola au calendrier? Et même les gars, la première question que j'aurais dû poser dans cette vidéo, est-ce que vous êtes régalés dimanche en course? Non. Ah, merci. Mais Imola, un peu comme Lance Stroll, a un CDI. Ouais, en c'est Formule vrai. 1. Au nom. Parce que. Vas-y. Parce que son Parce père, que, voilà. son père possède l'écurie. Voilà. Le père d'Imola possède l'écurie. Je vois pas comment le dire Ouais. autrement. Et le fiston s'appelle aussi du nom de la grande écurie qui Oui. règne sur la Formule 1. Mais vous, écoutez, vous taperez Stefano Domenicali, vous irez dans Wikipédia et vous regarderez le lieu de naissance. Puis tiens, ça vous dira quelque chose le nom. Oh, c'est juste à côté, ça me dit. C'est qu'il a invité tous les directeurs d'écurie dans un très bon resto, paraît-il. Rien que les sponsors, c'est une blague. C'est Oui, un c'est sponsor gouvernemental d'une sombre affaire, machin. Non, bah il a des parts dedans, Domenicali. Bon, T'as des infos? bref, faut pas voir flou quand même quand tu regardes le nom du Grand Prix. Parce que qui te dit. Non, mais attends, un Grand Prix d'Émilie-Romagne quand même. Comme si on avait un Grand Prix de Ça Bretagne. manquait, comme le Grand Prix d'Eiffel, Ouais, c'est vrai. comme le Grand Prix de Styrie. Tu vois, il y a besoin de Grands Prix régionaux. Tu sais. Grand Prix de Nouvelle-Aquitaine, demain sur TF1. Pardon, En fait, Canal+, c'est comme excusez-moi. si Jean Todt était aujourd'hui à la tête de la Formula One, c'est comme si on avait un Grand Prix d'Auvergne, par exemple. Ça serait bien. Très marrant quand même. Écoute, Sur le périph' de Saint-Etienne. pour revenir Ronald sur, Pauvergne, pardon. sur ce débat, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat. Ah si. En fait, c'est pas Imola qui n'est pas adapté à la F1, c'est la F1 qui n'est plus adaptée à Imola. Le circuit, il est ce qu'il est. Moi, j'aime le circuit, même s'ils l'ont refait à de multiples reprises. J'aime aujourd'hui la configuration du circuit. En qualification, je prends beaucoup de plaisir. Ah, clairement. Encore une fois, ça valorise, moi, ce que je dis dans les pistonnets depuis la création des pistonnets avec les bacs à gravier. Une erreur, c'est dehors, ou une erreur. Voilà, encore plus maintenant. Ah, mais on peut pas le voir. Attends, prends-le. Encore plus maintenant. Comme dirait Samuel Eto'o, ça paie cash. Exactement. Ça dit tout. Il a dû passer le souffleur. Ah ouais, t'imagines. Non, mais en fait, c'est un circuit qui punit l'erreur. D'ailleurs, il faudra vraiment m'expliquer là, par contre, la nécessité de punir track encore les limits, limites de piste. Parce que je vois pas l'intérêt. Encore une fois, il y a des limites naturelles qui sont les graviers, il y a des limites naturelles qui sont... Et tu l'as vu dès les essais libres, tu l'as vu en qualif et tu l'as vu en course. Tous les pilotes, pas mal de pilotes ont été punis. Une toute petite erreur à Imola, ça paye cash. Donc, c'est un circuit, moi, que j'aime, que j'ai envie de voir, mais pas pour les F1 comme elles le sont aujourd'hui. Et c'est plus facile de changer aujourd'hui la manière de concevoir une Formule 1 qu'un circuit. Mais du coup, donc peut-être qu'à l'avenir. je comprends ton analyse, elle est parfaite et elle est parfaitement juste et je pense qu'on se retrouvera tous les trois. C'est pas Imola qui est plus adapté, c'est la F1 qui est plus adaptée à Imola, mais la question reste la même. On garde Imola ou pas, Brice? In fine, une fois qu'on a tiré Dans ces la F1 conclusions. actuelle, non. Dans la F1 actuelle, non, parce que... Mais j'ai un argument un poil différent du tien. Ça se ressemble, mais c'est pas ça. Dans la F1 actuelle, ce qu'on privilégie, c'est le fait d'attirer du monde. L'argent. Donc, non mais voilà, la billetterie, des abonnements F1 TV, du spectacle, des impressions, loges. du brassage. Bref, que ce soit... Stefano Domenicali, Que ce soit... la Familia. Mais j'avais pas loin. Que ce soit un spectacle. C'est raciste ça, non? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, qu'on privilégie, c'est un spectacle. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, Imola ne peut pas être un spectacle, notamment par rapport à la largeur des voitures. Et parce que déjà, Imola, c'est la deuxième piste la moins large de la saison. Je crois que c'est 11 mètres la moyenne à peu près. Et celle qui est la moins large, c'est Monaco à côté.
Mais du coup, si tu écoutes le point de vue d'un pilote, Imola, pour lui, c'est une course régale. C'est une session régale, c'est une course régale. Piloter, ça doit être génial. Oui, mais en fait, le sport, à la base, il concerne les sportifs. Ah, il concerne le spectacle aussi, quand même. Après, en temps normal, Ah, tu crois qu'en ce moment, tout est fait pour les pilotes et pas pour mais le bien sûr que non. spectateur? Attends, Sochi, écoute, Miami. J'ai l'impression qu'on écoute jamais les pilotes. Mais écoute ce que je te dis, justement. C'est que, en fait, à l'heure actuelle, avec Liberty Media à la tête de la F1, non, faut pas garder Imola. Par contre, si tu mets un truc où tu veux un calendrier qu'avec des morceaux de bravoure et qui se limite, enfin, qui prône, on va dire, ce rythme-là de course, tout ça, bah, tu le gardes, bien sûr. Mais en même temps, on dit, est-ce que c'est les F1 modernes le problème? Je vous rappelle que 2005-2006, on prône la grande bataille Alonso-Schumacher. Il peut pas passer. Ça passe pas plus. Il y a une bataille si folle de moins d'une seconde tout le long parce que justement, ils ne peuvent pas se dépasser. Donc, c'est même pas un problème de modernité, c'est un problème de. C'est un tracé faut y légèrement aller. différent. Moi, tu sais, la largeur Il y a de la la chicane, piste. oui. Et puis, il n'y a pas de DRS. Non, mais la largeur de la piste, on en parle souvent. Moi, j'ai plus l'impression que c'est les problèmes liés au dirty air, les gars. Parce que. Oui, je suis Encore d'accord. une fois, quand tu regardes dans le WEC, tu as deux catégories et on a vu plein de dépassements, on a vu énormément de spectacles. On a des voitures aussi également qui sont très larges, mais il y a moins justement cette histoire de dirty air et j'ai l'impression que ça a moins gêné les pilotes. Regarde, les seuls dépassements sur la ligne droite que l'on a vu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des voitures qui avaient des différences de performance pneumatique monstrueuses par rapport aux voitures juste devant, parce qu'elles ont réussi à suivre, notamment Checo Pérez qui a été surtout la principale victime, sur les 2 derniers virages dans le 3e secteur. Tu ressors beaucoup plus proche, derrière avec le DRS, limite t'as même pas besoin du DRS à cet endroit-là pour passer. Mais effectivement, la question n'est pas d'avoir que des circuits des circuits qui te garantissent des grands prix spectaculaires au championnat du monde de Formule 1. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver quand aujourd'hui, l'intégralité Monaco, on conserve Monaco parce que ça fait partie encore plus, à mes yeux en tout cas, qu'Imola de l'histoire de la Formule 1, de l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Maintenant, on va pas se mentir, Imola, c'est un Monaco bis sans les rails. Complètement. Ni plus ni moins. Juste l'avis des pilotes, et je vous fais réagir une dernière fois sur ce sujet. On a Carlos Sainz, Lando Norris et Kevin Magnussen qui se sont exprimés sur le sujet. Ils ont tous les trois des avis un peu différents. Je suis heureux que le calendrier conserve ce genre de piste, nous dit Carlos Sainz, car je pense que cela nous rappelle d'où nous venons tous et pourquoi nous sommes tous devenus des fans de ce sport. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de revenir dans des endroits comme Imola ou Monaco la semaine prochaine. Je pense qu'il y a peut-être un peu de travail à faire sur certains de ces circuits pour les rendre un peu meilleurs pour le spectacle, en termes de dépassement aussi. Lando Norris, pour une autre réaction, nous voulons ces circuits parce qu'ils sont plus stimulants pour nous en tant que pilotes. Mais en général, les circuits qui sont comme ça sont aussi ceux qui sont un peu plus difficiles pour dépasser. Nous voulons qu'il y ait davantage de batailles en piste. C'est la raison pour laquelle certains de ces circuits old school sont éliminés du calendrier parce que la course n'est pas assez bonne et qu'ils ne sont pas assez excitants. Il faut donc améliorer certaines choses, sinon à terme nous n'aurions plus de course ici. Et puis Kevin Magnussen, ça rejoint d'ailleurs ce que tu dis sur Lando Norris, sur ce que tu as dit Brice. Et Kevin Magnussen qui dit on pourrait travailler sur la ligne des stands, la rendre plus courte pour rendre le temps d'arrêt au stand moins important et ainsi pour rendre viable les stratégies à 2 arrêts au stand. Aussi aujourd'hui encore, les pneus ne sont pas adaptés à la course et à la surchauffe. Lorsque l'on suit une voiture, les voitures sont devenues plus difficiles à suivre les unes les autres et pèsent plus lourd. Cela pourrait être résolu pour que ce soit plus facile à courir ici à Imola. Il n'a pas tort sur ce sujet-là, sur les arrêts au stand. Moi, je parlerais plus des baisses sans cesse de limitation de vitesse dans les stands. Pourquoi on n'élargirait pas la voie des stands, donc on autoriserait à aller plus vite pour que l'arrêt dure moins de temps et que justement on puisse avoir l'audace de 2 arrêts ou 3 arrêts. Pour moi, c'est pas ça, c'est que la limitation de vitesse, elle va jusqu'à très très loin, jusqu'à la sortie de la limite. Bizarrement. Ça devrait s'arrêter au dernier stand. Exactement, en fait. c'est là où tu peux effectivement gagner du temps. Parce que c'est vrai que Imola, de toute façon, c'est la plus longue pit lane du championnat du monde aujourd'hui de Formule 1. Quand tu perds un peu moins de 30 secondes, je crois que c'est 27 ou 28 en général. Oui, une stratégie à 2 arrêts n'est pas viable. La plus longue pit lane pour la plus petite ligne droite de la saison. Mais dernière chose par rapport à ça, je trouve qu'il y en a eu des dépassements. Oui, dans le fond, t'as raison. Et en fait, c'est pas facile de dépasser, certes, mais c'est pas facile de dépasser dans la configuration actuelle de ce qu'on considère comme un dépassement, à savoir avoir des pneus plus frais, avoir un DRS possible, avoir une ligne droite et une zone de freinage clean. Désolé, Tsunoda y est allé dans la chicane Villeneuve. Les Sauber et je veux dire steak. Les Sauber et c'est les bons steaks en piste. Ça marche. Steak à chier. Ouais. Steak... j'ai fait ma vanne, c'est vrai. Racing Bull et les steaks et les c'était qui? Les As, pardon. Les As, ouais. Les steaks et les As, elles se sont envoyées.
C'est terrible comme nom. C'est terrible la Formule 1, la Formule 1 moderne. Les Sauber et les As, voilà. Les Sauber et les As, elles se sont envoyées des coups d'extérieur dans Piratella. Moi, j'avais l'impression de revoir ceux qui tentaient l'inté à Rivazza en arrivant sur le point de frein plus tard, comme ça. Je sais pas, ça t'oblige à faire autrement. Comme Alonso qui fait autrement à Zandvoort, parce que Zandvoort est difficile. Bah écoute, si tu veux pas tenter, ne tente pas. C'est plus compliqué de tenter parce que c'est des voitures plus lourdes, parce que du coup, elles emmènent beaucoup plus et qu'au frein, il faut avoir plus de manœuvres. Certes. Mais en attendant, y en a qui l'ont tenté et c'est passé. Et en fait, c'est pas impossible. C'est comme les dépassements à Monaco. C'est pas impossible. C'est difficile. Effectivement, tu risques beaucoup. Et encore une fois, on en parle avec le calendrier, mais la prime à l'abandon, elle est cool et violente. Surtout quand tu gagnes 25 points, quand tu gagnes. Mais tu devrais pouvoir tenter des choses. Là, en fait, on les voit que ceux qui n'ont rien à perdre. Mais par contre, ils le font. Et ça passe. Pourquoi pas devant, du coup? Petite statistique. Parce qu'il y a trop à perdre. Depuis 1986, aucun pilote parti hors du top 3 n'a remporté une course à Imola, sauf un. Lequel? Fernando Alonso. Non. T'allais pas dire ça? Attends. Sauf un. Ouais. Il était parti 4ème. C'était en 95. Damonil. Schumacher. Damonil. Damonil. il l'a même pas je savais même pas, tu vois. Je n'étais même pas au courant, putain, bravo. Donc sur les 30 dernières... Alors, peut-être pas, parce qu'il y a eu une interruption, mais... Oui. En gros, quand tu pars pas devant, tu peux pas gagner. C'est ça. Ah non, c'est parce que c'est pas encore arrivé. C'est marrant qu'ils la loi de Murphy, quand même. Attends, ça va arriver. C'est marrant qu'ils aient regroupé Monaco et Imola comme ça de suite, tu vois, de rang. D'ailleurs, c'est quoi la position la plus lointaine pour gagner à Monaco? À la régulière, sans déluge, sans... Trulli, il part d'où? En 2004? Oh, Trulli, il est en pôle, non? Je sais pas. Ou en première ligne? Absolument pas. Là, tu me demandes Je beaucoup. pense que ça va être pas Nice. Ah, 96 pas Nice, je pense, à mon avis. Ça compte pas, c'est cherchera. vraiment... Ah non, il doit y avoir cherchera Charles... et- Ah bah non. Non, pas encore. Peut-être la semaine prochaine. Attendons de voir. On regarde les classements, les amis. J'ai avant fait de- exprès de karmiquement mettre un Moi, truc j'y crois mauvais. beaucoup cette semaine, mais bon, on en parlera la semaine prochaine. On regarde les classements. Pilote, constructeur à l'arrivée de cette 7ème manche du championnat du monde de Formule 1. 48 points d'avance pour Verstappen sur Leclerc. Perez 3ème est menacé par Norris et Sainz. Vers une lutte, Piastri. Pas vers une lutte. Piastri qui domine Russell, Hamilton et Alonso. Il y aura vraisemblablement pas lutte entre les 4, pourquoi pas entre les 3. Et Tsunoda qui s'invite dans le top 10. 56 points d'écart aussi entre Red Bull et Ferrari. C'est presque autant qu'entre Ferrari et McLaren. 58 points entre Ferrari et McLaren. Voilà en tout cas pour ce qu'il fallait vous dire, les amis. Attention, Aston Martin. Hein. Racing Bull revient. Oui, ouais, non, mais tu sais que j'y ai pensé en faisant le truc, j'ai pensé pareil. J'ai cru que tu l'avais dit, je me suis dit. Mais je me suis dit quand même, c'est abusé, il faudrait faire des top 3 et des top 4. Faudrait quand même, que hein. Mais Stroll ne marque pas de points. Ouais. Bref, un truc impossible, quoi. Merci les amis en tout cas d'avoir été avec nous pour ce grand débrief. Merci Hamza, merci Brice. Soyez avec nous mercredi parce qu'on va vous raconter une petite anecdote sympa sur un tournage, une vidéo qui sera à venir bien sûr concernant le karting. Et puis voilà, j'en dis pas plus. Mercredi il y a une super vidéo normalement. Donc il faut se garder du temps. Merci les gars. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez écouter également cette émission en podcast. Ciao.